Alors, littérature d'idées, explication linéaire 1, la laitière et le pot au lait, issu du livre 7 des Fables, 1678, La Fontaine. Ce sera notre explication linéaire. Introduction. Alors, on commence par la présentation de l'auteur. Donc, vous parlez un peu de Jean de La Fontaine. Jean de La Fontaine est un auteur et poète français du courant classique, dont l'histoire littéraire retient essentiellement les fables, inspirées d'Ésope et d'autres fabulistes. La plupart de ces fables, en nous donnant des leçons de sagesse, confirment son ambition de moraliste. On présente l'œuvre ensuite, composée à partir de 1678 et non pas 1878, vous corrigerez. Le second recueil de fables dédié à Madame de Montespan comporte 4 livres et plus de 70 fables. Vous présentez la fable ensuite, la laitière et le pot au lait appartient au livre 7 des fables. L'animal, donc ici c'est plus le personnage central du récit. Là, le fabuliste met en scène une jeune paysanne entreprenante qui se rend à la ville et rêve de fortune. La Fontaine propose une fable vive et intéressante, fidèle à son principe de charmer autant qu'instruire. Ça, c'est quelque chose qu'il faut rappeler souvent. La Fontaine se propose de charmer autant qu'instruire. Problématique. Comment l'auteur rend la mésaventure de Perrette à la fois amusante, vive et instructive. Il y a deux mouvements dans la fable. Du vers 1 à 29, c'est l'histoire de Perrette, qui est en argumentation indirecte. Vous vous souvenez que l'argumentation indirecte, c'est quand on raconte une histoire, quand on passe par la fiction pour faire passer ses idées. Et de la ligne 29 à la fin, c'est la morale, qui est en argumentation directe, puisque l'auteur parle en son nom directement. Il expose ses idées directement sans passer par la fiction. L'histoire de Perrette, donc ça c'est le premier grand mouvement, du vers 1 à 29. La structure est très simple, c'est la petite histoire obéit au schéma narratif. Il y a d'abord un état initial, vers 1 à 7, où Perrette va au marché, un élément perturbateur au vers 8, où Perrette commence à imaginer plein de choses, des péripéties du vers 9 à 21, ce qu'on peut appeler plaisamment le business plan de Perrette, enfin toute sa stratégie économique et financière pour faire fructifier son bien. Toutes ces péripéties sont uniquement dans la tête de Perrette. Donc ça, c'est une petite particularité, c'est comme une sorte d'aventure intérieure. Il y a un dénouement et une sanction négative. Perrette, elle laisse tout tomber. Elle laisse tomber son pot. Donc ligne 22 à 29. Donc on a l'état initial au début, Perrette sur sa tête ayant un pot au lait, bien posé sur un coussinet, prétendait arriver sans encombre à la ville. Perrette, c'est le premier mot du texte, donc c'est un prénom paysan avec un diminutif en et, donc qui désigne une jeune femme paysanne. Et on a le pot au lait, majuscule à pot, donc ça donne de l'importance. Avec ce pot au lait, on sent bien que c'est quelque chose d'important. Bien posé sur un coussinet, ça veut dire que Perrette prend des précautions pour pas casser le pot. Prétendait, le verbe prétendre à l'imparfait nous montre bien que cela ne va pas arriver. Ensuite, on a légère et court vêtue, elle allait à grands pas, ayant mis ce jour-là pour être plus agile, cotillon simple et souliers plats. Donc, légère et court vêtue, c'est ce qu'on peut appeler plaisamment le côté sexy de Perrette, une jeune fille coquette. Mais elle fait des précautions. Elle n'a pas de vêtements élaborés qui pourraient la faire trébucher et donc perdre sa fortune. Pour être plus agile, cotillon simple et souliers plats. Encore précaution de Perrette, ça souligne encore les précautions de Perrette. Elle prend des souliers plats pour mieux marcher. L'élément déclencheur. Notre laitière ainsi troussée comptait déjà dans sa pensée. Et effectivement, l'élément déclencheur, c'est qu'elle se met à penser. Ici, la pensée, effectivement, c'est l'imagination, c'est le point de départ de la rêverie. Tout le prix de son lait, en employant l'argent, achetait un 102, faisait triple couvée. Ici, on a le champ lexical de l'argent, donc on rentre de plein pied dans la stratégie économique de Perrette. Le prix, l'argent, achetait, et ça se transforme plus loin en argent bel et bon. Donc une grosse insistance sur l'argent ici. La chose allait à bien par son soin diligent. Il m'est, disait-elle, facile d'élever des poulets autour de ma maison. Le renard sera bien habile s'il ne m'en laisse assez pour avoir un cochon. Donc, dans ce passage, Perrette est à la fois très attentionnée, on reprend le terme de soin diligent, elle anticipe les pertes causées par le renard, et à la fois, elle est trop optimiste, comme cela est montré par « il m'est, disait-elle, facile ». Donc effectivement, elle pense que tout va bien se dérouler. On va voir que ce n'est pas le cas. On remarque aussi que les animaux sont de plus en plus gros et ont de plus en plus de valeur.
poules, cochons, etc., etc. Le porc à s'engraisser coûtera peu de son, il était quand je lus de grosseur raisonnable. Donc on a un décrochage brutal, puisqu'on passe du futur simple, il coûtera, au passé simple, je lus. Donc effectivement, Perrette considère que tout est déjà acquis. Le terme raisonnable ici est amusant, puisque la rêverie de Perrette est tout sauf raisonnable. Là aussi, elle est trop optimiste avec le futur simple, puisqu'elle dit coûtera peu de son, ce qui veut dire ne nécessitera pas trop de son, donc c'est une sorte de fourrage pour le cochon, pour grossir. J'aurai le revendant de l'argent bel et bon, et qui m'empêchera de mettre en étable, vu le prix dont il est, une vache et son veau, que je verrai sauter au milieu du troupeau. Donc effectivement, on a le retour du champ lexical de l'argent, hein, revendant, argent bel et bon, prix. Voilà, donc ce que je disais plus tôt, Perrette monte une sorte de business plan pour parler économie. Qui m'empêchera? Donc on a une question rhétorique, avec une réponse qui est un sous-entendu. Personne, c'est la réponse à la question. Personne ne m'empêchera. Perrette est libre de faire tout ce qu'elle veut, mais dans sa tête. Euh, et quand elle part de en notre étable, finalement, elle se voit déjà ayant une étable. Donc elle anticipe beaucoup trop. Le dénouement et la sanction, c'est ça. C'est Perrette là-dessus saute aussi transporté. Le lait tombe. Adieu vos vaches cochons couvés. On a un retour brutal au présent avec saute. Un retour au présent, on quitte la rêverie. La fin de l'histoire est assez brutale, hein. Il n'y a pas de mot de liaison, pas de si bien que, donc par conséquent, c'est ce qu'on appelle une ascendette. Il n'y a pas de. Donc ça montre effectivement la brutalité de la fin de l'histoire. Je rappelle que l'ascendette, c'est la suppression du terme de liaison entre des mots ou des propositions qui se trouvent cependant dans un rapport de coordination. Si je dis la définition, c'est pas très clair, mais si je donne l'exemple, femme, enfant, parent, il a tout sur les bras, par exemple. Donc la syndette, effectivement, au lieu d'avoir Perrette là-dessus, saute aussi transportée, si bien que le lait tombe et entraîne effectivement le fait de dire adieu vos vaches cochons couvés. Là, tout est, il n'y a pas de mots de liaison, pas de subordination, tout est superposé et ça donne une impression de déroulement rapide et brutal. La dame de ses biens quittant d'un œil mari, sa fortune ainsi répandue, va s'excuser à son mari, en grand danger d'être battue. Il y a une grosse ironie de La Fontaine avec la périphrase, la dame de ses biens. Alors dame, pour une paysanne, c'est trop exagéré. Bien aussi, bah justement, puisque les biens n'existent plus, ils viennent de disparaître en fumée. Donc il y a un côté assez amusant et ironique de l'expression la dame de ses biens. Alors la fortune répandue, effectivement, est-ce que c'est l'argent ou le lait ou les deux, hein, sa fortune est littéralement répandue. On a une sanction négative, Perrette a tout perdu et est en danger d'être battue, et tout a disparu. Donc ça finit en fait assez mal cette histoire. Le récit en farce en fut fait, on l'appela le pot au lait. Le récit devient sujet de moquerie, puisqu'on parle de farce. Pour souligner cet aspect, La Fontaine utilise une allitération en feu, en farce fut fait. C'est la reprise du terme de pot au lait présent dès le premier vers, donc la boucle est bouclée, et c'est la fin de cette histoire. Tragicomique, quoi. À la fois ça finit mal, mais en même temps on s'amuse pas mal de Perrette. Ce qui nous conduit naturellement à la morale de l'histoire. Quel esprit ne bat la campagne, qui ne fait châteaux en Espagne? Donc la morale commence par deux questions rhétoriques directement adressées au lecteur, à la différence de celle posée par Perrette qui ne s'adressait qu'à elle-même, hein. Donc effectivement La Fontaine casse, on va dire, le quatrième mur pour parler directement au lecteur. Deux expressions courantes, c'est-à-dire battre la campagne et faire des châteaux en Espagne, effectivement, qui montrent dans tous les cas une agitation stérile, hein, soit physiquement, battre la campagne, soit dans sa tête, faire des châteaux en Espagne. L'implication du lecteur implique, par sous-entendu, que lui aussi, ainsi que tous les hommes, sont comme Perrette. En fait, finalement, La Fontaine tend une sorte de miroir au lecteur en disant ouais, bah, tu fais ton malin, mais toi aussi, t'es comme Perrette. Picrocole, Pyrrhus, la laitière, enfin tous, autant les sages que les fous. Donc, alors, petite précision pour bien comprendre, Picrocole, c'est le roi ridicule qui déclenche une guerre délirante dans Gargantua, roman de Rabelais, paru un siècle plus tôt. Et Pyrrhus, c'est un grand conquérant grec qui gagnait avec de gigantesques pertes dans son armée. Il gagnait quand même les batailles, mais c'était un vrai massacre dans sa propre armée, hein, dont ça donnait l'expression victoire à la Pyrrhus, qui indique une victoire qui cause des sacrifices gigantesques. On a l'alliance d'un exemple de fiction, qui est Picrocole, et d'un exemple historique, qui est Pyrrhus.
La laitière, qui d'un seul coup a gagné une majuscule, devient malgré elle un exemple marquant, hein, elle s'inscrit dans la lignée de Picrocole et de Pyrrhus. On a aussi une antithèse sage et fou qui montre que tout le monde est concerné, quel que soit son degré de sagesse, hein. Tout le monde commence à imaginer beaucoup trop et c'est leur perte. Chacun songe en veillant, il n'est rien de plus doux, une flatteuse erreur emporte alors nos âmes, tout le bien du monde est à nous, tous les honneurs, toutes les femmes. On a l'antithèse songe en veillant, puisque être veillant c'est être éveillé, c'est-à-dire être en train de rêver tout en étant éveillé. Ça montre bien l'activité paradoxale du rêve. Il n'est rien de plus doux, là on a un gros superlatif, effectivement, qui donne une image plus positive de l'imagination, mais on parle après de flatteuse erreur, évidemment. Donc ça reste comme négatif. Tout le monde est concerné, chacun, apparition de la deuxième personne, nos âmes à nous. La conclusion, donc on résume ce qu'on a dit avant et on répond à la problématique. À travers un petit récit amusant, La Fontaine veut nous instruire et nous mettre en garde contre une rêverie excessive. Mais la conclusion fait de cette mise en garde une sorte de loi générale, personne n'y échappe. Derrière le vernis de la fable, il y a souvent une morale ironique, voire pessimiste sur la nature humaine. Les hommes sont imparfaits, c'est ce que La Fontaine veut souligner pour qu'ils s'en rendent compte et tentent de s'améliorer. L'ouverture, on peut faire sur les animaux malades de la peste, hein. Il y a des fables qui sont beaucoup plus noires sur la condition humaine, hein. Perrette, ça parle aussi de la condition humaine, mais les animaux malades de la peste, c'est un côté un peu plus politique. On peut aussi ouvrir sur le pouvoir des fables, hein, où on reprend le motif de l'imagination, cette fois-ci de manière plus positive. Et voilà.